Allez, votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Fleur Pellerin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, présidente de Corelia Capital. Vous êtes la preuve vivante qu'il y a une vie après la politique et dans la finance. C'est rare d'avoir une ancienne ministre qui réussit, qui a une nouvelle vie. C'est assez rare, on n'est pas très nombreux, dans on la est finance, quelques-uns. En général, c'est une ONG, c'est un truc clean. Il y a quoi. Renaud Dondieu de Vabre aussi qui a un fonds qui investit dans les entreprises du patrimoine. Donc on est quelques-uns, mais pas très nombreux. Ouais. C'est vrai que ça exige un peu de compréhension de cet environnement, c'est assez spécifique. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut faire avec des connaissances uniquement généralistes, je pense. Bon. En tout cas, on évacue le sujet, les dorures de la République, ça vous manque pas, c'est fini, ça c'est vraiment derrière. Même si on vous fait une offre irrefusable. C'était un cycle très important de ma vie. Moi, j'étais fonctionnaire pendant 15 ans, donc le sens du service public, l'intérêt général, tout ça, c'est quelque chose qui avait beaucoup d'importance pour moi. Et donc, j'ai voulu consacrer une grande partie de ma carrière à cela. Et maintenant, j'ai clôturé un cycle, je fais autre chose. C'est un luxe de pouvoir aussi se réinventer professionnellement. Je l'apprécie beaucoup. Et peut-être que j'aurai un troisième cycle qui sera très différent de celui-ci. On ne sait jamais. Bon, on ne sait jamais, ça c'est vrai ça. Donc il y a quasiment 5 ans, vous vous lanciez dans le capital investissement. Et c'est vrai que si on regarde votre CV, on se dit que vous avez été ministre pour le coup délégué à l'économie numérique. La French Tech, c'est vous la French Tech ? Oui. Bon, mais en même temps on se dit voilà, donc c'est logique, ça a dû comme ça aller à phosphorer, ça a germé. Mais en fait, j'ai lu, c'est Maurice Lévy, il est partout. C'est Maurice Lévy, patron de Publicis, c'est vrai. qui était passé nous voir ici d'ailleurs, qui vous a soufflé l'idée de monter un fonds. Racontez-nous c'est vraiment, ce n'est pas du tout quelque chose que j'avais imaginé faire après. Vous ne voulez pas le faire ma du vie tout, je ne l'ai politique. pas imaginé, on m'a forcé. Non, j'avais vraiment pas du tout eu cette idée. Et en fait, Maurice Lévy, un jour, on déjeune ensemble et il me dit, bah voilà, nous on a avec Orange et Publicis une équipe qui est formidable, qui fait du capital investissement. Tu devrais peut-être t'intéresser à ce secteur et rejoindre cette équipe, tu serais formidable, etc. Et en fait, c'est lui qui la première fois m'a mis dans la tête l'idée que je pouvais peut-être m'investir professionnellement dans ce secteur. C'était vraiment quelque chose une chose à laquelle j'avais jamais pensé précédemment. Ouais. C'est vrai qu'après, au départ, vous n'avez pas de légitimité, d'expérience là-dedans, dans le capital investissement. Comment vous avez réussi à convaincre, et pas n'importe qui, alors c'est pas connu en France pour le coup, mais Naver, c'est un Google sud-coréen de vous financer, de vous suivre. Comment vous avez fait Alors c'est une histoire assez incroyable et c'est pour ça qu'il y a un alignement de planètes qui s'est à un moment organisé et qui a fait que j'ai pu me lancer dans cette aventure entrepreneuriale, mais j'ai eu beaucoup de chance aussi. Naver, donc c'est une entreprise assez incroyable qui s'est créée autour d'un moteur de recherche créé à la fin des années 90, en 99, un moteur de recherche qui a réussi à devenir dominant par sa seule pertinence sur le marché coréen. Je crois que Naver a 95% de part de marché sur le search, donc sur les moteurs de recherche en Corée, mais sans intervention de l'État, contrairement à ce qui s'est passé en Chine ou en Russie, où là aussi Google n'est pas dominant, mais ce sont les seuls exemples au monde où Google n'est pas en position dominante. Et à partir de là, Naver a développé tout un tas de services adjacents, un peu comme Google, effectivement, l'agrégation de news, le shopping, des fintech, etc. Et aujourd'hui, Naver, c'est une boîte qui vaut entre 50 et 60 milliards de market cap. Ouais. C'est un des poids lourds de la bourse sud-coréenne. C'est incroyable, c'est vraiment une réussite absolument incroyable et d'autant plus remarquable qu'elle a eu lieu dans un pays où l'économie est quand même dominée par une dizaine de familles, des chaebols, les conglomérats. Et donc, pour une petite entreprise devenir aussi importante, c'est vraiment très compliqué. Et vous ont mis plusieurs centaines de millions d'euros. Je crois que c'est aujourd'hui 350 millions d'euros d'actifs. En tout, on a 330 millions d'actifs aujourd'hui investis, à peu près. Mais encore une fois, comment vous avez fait pour le convaincre? Voilà, et donc, en fait, le fondateur de cette entreprise avait regardé ce qui s'était... Et son activité est plutôt en Asie, donc en Corée, mais aussi au Japon, en Thaïlande, en Indonésie, donc dans l'Asie du Nord-Est, on va dire. Et il regardait ce qui se passait en Europe, il a vu ce qui se passait sur la French Tech, il trouvait qu'il y avait des choses intéressantes, qu'il y avait un très bon système de formation. Et donc pourquoi il vous fait un chèque en blanc alors? Et donc un jour on discute et on partage complètement la vision que en fait, les écosystèmes asiatiques et hors Chine et européens ont du mal à imposer leurs acteurs économiques dans la mondialisation contre les big tech américaines et chinoises. Et on se dit c'est quand même dommage qu'on n'arrive pas à capter davantage de la chaîne de valeur dans le numérique avec les atouts qu'on a. Donc peut-être qu'en créant des synergies entre la France et la Corée ou plus largement entre l'Europe et l'Asie de l'Est hors Chine, peut-être qu'on arrivera à rendre nos acteurs économiques plus puissants, plus forts dans la mondialisation. Donc au départ, c'est parti d'un truc assez idéologique, assez militant en réalité. Et en fait, quand j'ai été virée du gouvernement, ce fondateur m'a rappelé, m'a dit bah, c'est formidable, maintenant tu es libre, faisons ce qu'on a dit ensemble.
Alors le problème, c'est quand on a commencé à réfléchir, à brainstormer sur la manière dont on allait pouvoir essayer de mener la résistance contre les big tech américaines et chinoises, on s'est dit, bon, bah, comment on va faire? Et c'est là qu'on a eu l'idée de commencer par faire un fonds d'investissement que Naver sponsoriserait, parce que Naver avait besoin de comprendre un peu le marché européen, de comprendre quels étaient ses atouts et comment on pouvait travailler sur ces synergies. Donc aujourd'hui, très concrètement, c'est ça qu'on fait. Donc effectivement, Naver a investi, c'est considérable, a investi 400 millions d'euros en France à peu près, parce qu'il y a Corelia Capital, mais ils ont d'autres activités à côté. Ce qui est énorme parce que les investissements coréens en France, ça représentait à peu près 900 millions d'euros au moment où Naver a commencé à investir, le stock d'investissement direct étranger. Donc c'est considérable, c'est considérable. Et aujourd'hui, on travaille sur ce plan qui est de créer des synergies entre la France et la Corée. Et en même temps, est-ce que vous n'êtes pas justement trop dépendante justement de cet actionnaire, alors pas actionnaire, mais sponsor financier sud-coréen? Est-ce qu'il ne faudrait pas diversifier encore une fois dans le cas du développement de Corelia? Pardon, je pense à vous. Hein. Oui, non, mais absolument, vous avez raison. Donc le premier fonds, vous fritiez avec lui, franchement. Absolument. Le premier fonds, donc il était complètement financé par Naver et sa filiale Line, qui est la filiale japonaise. Mais donc c'était comme si on n'avait qu'un seul investisseur, mais on avait cependant veillé à avoir un fonds qui est un fonds complètement standard, qui est agréé par l'AMF, qui n'est pas un fonds de corporate venture. C'est pas Naver qui investit. Les décisions d'investissement, on les prend nous, la société de gestion, de manière totalement autonome. En revanche, il avait toujours été clair entre nous qu'à partir du deuxième fonds, on commencera à diversifier notre base de LP. Et donc là, aujourd'hui, on discute avec des institutionnels européens, asiatiques, et on va commencer à ouvrir. Absolument, on va commencer à ouvrir le prochain fonds à d'autres investisseurs. Et Naver nous soutient encore à hauteur de 100 millions d'euros, donc c'est un bel acte de confiance. Mais en revanche, on accueillera de nouveaux investisseurs. Alors, il y a quoi quand on soulève le capot de Corelia Capital? Il y a déjà votre plus gros investissement ever. On y est, ça date d'il y a quelques jours, je crois. Oui, c'est le bon coin espagnol, si on devait résumer, c'est Wallapop. C'est une appli donc, de petites annonces de bien occasion. Donc voilà, on est dans l'économie pour le coup circulaire. Votre ticket moyen en général, c'est quoi? C'est 15, 20 millions d'euros. Là, on est quand même à 115. Le ticket moyen, c'est 5 à 20. Pourquoi cette folie? Alors en fait, on a plusieurs véhicules d'investissement. On a le fonds de ce qu'on appelle de grosses, late stage, donc qui investit dans des entreprises déjà assez matures et qu'on aide donc à se déployer en Asie. Ça, c'est le fonds qu'on appelle K-Fund. Et on a un autre véhicule à côté, qui est le fonds avec lequel on a fait l'investissement d'Investir Collective, puis maintenant dans Wallapop, qui est un fonds sectoriel qu'on souhaite consacrer à tout ce qui est dans l'e-commerce, du commerce qu'on appelle le C2C, donc consumer to consumer. Donc la seconde main, ce sont des entreprises comme Back Market, comme Le Bon Coin, comme Vinted. Enfin, vous voyez toute cette économie circulaire qui est en train de se développer aujourd'hui dans la consommation plus raisonnable. Et c'est ce secteur-là qui nous intéresse. Et c'est avec ce véhicule-là qu'on a fait l'investissement dans Wallapop, ce qui explique pourquoi il est beaucoup plus important que les tickets qu'on met habituellement, qui sont plutôt entre 5 et 20 millions d'euros. Et d'Investir Collective, pour le coup, revente d'articles effectivement de seconde main. J'ai vu la plateforme qui a levé hier, j'ai vu 178 millions d'euros auprès notamment de Kering. Vous mettez combien là-dessus? Alors nous, je ne sais pas très bien si on disclose, je crois qu'on ne rend pas public forcément nos investissements. C'est un deuxième investissement pour nous. C'est moins que Kering. C'est un peu moins que Kering, mais on avait mis un assez joli ticket pendant le confinement. D'ailleurs, c'est un investissement qu'on a réalisé d'une quinzaine de millions d'euros en février dernier, donc vraiment pendant le confinement. Et donc là, on est très content. Typiquement avec Vestiaire Collectif, c'est ce que je vous expliquais. On développe ces synergies avec l'Asie. Probablement, Naver va accompagner le déploiement de Vestiaire Collective au Japon, en Corée, qui sont des marchés extrêmement intéressants parce que les populations y sont friandes de luxe. Et donc, on essaye de mettre en œuvre notre promesse qui est de créer ces ponts entre l'Europe et l'Asie. Donc c'est ça votre spécificité, Fleur Pellerin, au-delà d'apporter de l'oseille, des financements, c'est aussi trouver des débouchés en Asie. C'est pas une parole vaine, c'est de permettre justement le développement. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui intéresse les entrepreneurs ou les fondateurs d'entreprises, c'est pas seulement de l'argent. L'argent, il y en a pas mal pour financer des projets intéressants. C'est vraiment ce que les investisseurs peuvent apporter de plus que cet argent en termes de business development, en termes de compréhension d'un environnement réglementaire, en termes de contacts, etc. Et donc, nous, ce qu'on apporte, c'est effectivement ça. Et ça peut aller dans les deux sens. C'est-à-dire que soit on va aider Investir Collective à développer ses activités en Asie. Et donc là, c'est vraiment très concrètement la création d'une filiale, peut-être d'une joint venture,
venture. Enfin, donc c'est vraiment, on met les mains dans le cambouis, on les aide opérationnellement à faire ça. Mais ça peut être aussi, par exemple, dans le cas de Wallapop, qui n'a pas du tout l'intention pour l'instant de développer ses services en Asie. Là, ça va être de prendre de la technologie de Naver pour l'amener. Ah, il y a des ponts. Hein, Absolument. Et donc ça, c'est un pont qui va dans l'autre sens. C'est Naver qui va apporter de la technologie sur les paiements, sur l'intelligence artificielle, sur tout ce qui est computer vision, qui est très utile pour ces plateformes, et qui va le mettre à la disposition de Wallapop. Donc c'est une autre façon de créer des synergies entre... et de faire du business aussi pour Naver aussi, indirectement. Pour l'instant, pas tellement, parce qu'en fait, eux ne monétisent pas du tout cet échange, donc il n'y aura pas du tout de flux financier. Mais pour l'instant. Pour l'instant, mais ils sont investisseurs, donc eux ont vraiment tout à fait intérêt maintenant à ce que Wallapop se développe. Quel est l'intérêt de Naver là-dedans, que je comprenne bien? Naver, c'est une grosse plateforme Internet. Parce que certains pourraient vous dire, voilà, quelque part avec Aurelia Capital, c'est un peu le bras armé de ce Google sud-coréen pour faire ses emplettes essentiellement en Europe, mais aussi en France, où vous êtes vraiment là pour aider et valoriser et faire aussi évidemment créer de la valeur. Ouais, c'est assez difficile à comprendre parce que tout est lié à la conversation que j'avais eue au départ avec le fondateur de Naver, qui est si on n'arrive pas à créer ces acteurs européens ou asiatiques de type Naver pour résister à la puissance, à la domination de marché d'acteurs qui sont déjà très puissants, on va se faire vraiment bouffer, quoi. Et donc, nous, je pense que Naver imagine qu'il y a un intérêt à ce qu'il y ait des acteurs de taille moyenne ou de classe mondiale qui puissent résister à des Google et à des Amazon. Ils pensent que c'est une façon plus saine d'organiser le marché, et notamment sur des secteurs comme le e-commerce, sur l'agrégation de news, etc., que ça va créer en fait un terrain de jeu plus équilibré s'il y a des acteurs qui sont moins dominants que 3-4 mastodontes américains et chinois. Donc, en fait, c'est un petit peu militant. J'allais vous dire, c'est militant, c'est le prolongement d'un engagement politique. C'est un peu militant, c'est un peu militant. Alors après, Naver, c'est pas une ONG, c'est une entreprise, c'est une entreprise cotée qui doit rendre des comptes. Donc évidemment, eux souhaitent aussi étendre leurs activités, voilà. Mais il y a quand même cette dimension que je trouve intéressante. Et Naver, c'est une entreprise qui paye ses impôts là où elle fait des profits, qui rémunère la presse quand elle cite de la presse. Donc c'est une approche aussi un peu différente d'autres plateformes que je ne cite pas, mais c'est aussi, moi aussi, c'est ça qui m'a plu, c'est-à-dire que il y a une éthique des affaires qui est un peu différente d'autres plateformes. On vous sent à l'aise dans cette univers-là. Je suis très à l'aise, je suis très contente. Bon, De Vialet, c'est aussi un investissement qui a été fait en 2016 par Aurelia, un de vos premiers investissements. Le premier. On est 5 ans après. En général, un fonds, ça sort au bout de 5 ans. On a 10 ans pour sortir. Les fonds, c'est 10 ans plus 2. Oui. Non, la période d'investissement en général, c'est 4-5 ans. Donc nous, on a investi plutôt assez vite. En réalité, on a quasiment tout investi en 4 ans. On l'avait reçu, je crois, ici. C'est Franck Le Bouchard, non, c'est pas ça? Oui, absolument. Absolument. Et donc, De Vialet, moi, c'est une entreprise que j'adore, dont je pense aussi qu'elle a énormément de potentiel. En termes de valo, ça donne quoi 5 ans après? On dit pas. Vous savez, il y a des choses parfois qu'on ne révèle pas. Les valos, les chiffres d'affaires, c'est des choses sur lesquelles on attend que le management communique quand il souhaite communiquer. Mais c'est des choses sur lesquelles on communique. Donc c'est une bonne affaire. Mais c'est une entreprise qui a souffert parce qu'elle avait, elle avait des boutiques, elle avait du retail, donc elle a beaucoup souffert. Vous imaginez des gilets jaunes, des manifestations retraite, des manifestations à Hong Kong parce qu'on commençait à lancer l'Asie pile au moment où les manifestations ont commencé. Donc elle a souffert de conditions extérieures qui n'étaient pas très favorables au déploiement de son business. Moi, je reste complètement fan de la techno, je reste absolument persuadée qu'il y a un énorme potentiel en Asie. On a vu quand on a lancé la Chine, la Corée et le Japon l'année dernière, c'est parti, mais vraiment de manière exponentielle. Donc là, il y a eu le Covid entre-temps, évidemment, c'est pas évident, mais on a beaucoup développé les ventes à distance, les ventes en commerce électronique. Donc c'est pas encore une bonne affaire. C'est pas encore une ligne. Si, je pense que c'est une très très bonne affaire. D'ailleurs, on est très exposé. Nous, on a une grosse partie de cette entreprise. On s'est beaucoup investi avec mes associés dans le soutien au management. On les a beaucoup aidés en Asie. On a vraiment beaucoup. C'est vraiment une entreprise dans laquelle on a mis pas seulement de l'argent, mais beaucoup de nous-mêmes. Et moi, je suis absolument persuadée que ça va être une très belle histoire française. Et dans les pépites en histoire française ou pas d'ailleurs, que vous avez en portefeuille? Parce que j'ai pris les plus connus, évidemment, avec la collective De Vialet, Wallapop, même si pour le coup, c'est pas chez nous. On a des entreprises qui sont moins connues parce qu'elles font plus du B2B, elles vendent à des entreprises. Mais on a une entreprise très, très jolie qui s'appelle A/B Testy qui fait de l'A/B testing. Donc, c'est des techniques marketing qui vous permettent d'optimiser vos sites internet pour générer un maximum de trafic et de conversion en comparant
la façon dont sont organisés les sites, etc. Donc il y a beaucoup d'intelligence artificielle derrière. C'est une entreprise qui marche très bien, qui se développe aussi aux États-Unis et en Asie, qui a été cofondée par une femme. Donc ça, c'est pas si fréquent. Donc je suis heureuse qu'il y ait cette entreprise dans mon portefeuille. Elle marche très très bien. On a Ledger, qui est une entreprise qui sécurise des portefeuilles qui a des petits dispositifs qui sont comme des clés USB, mais qui sécurisent vos crypto-monnaies. Il y a eu un moment où c'était un peu compliqué, parce qu'évidemment, ce sont des entreprises qui dépendent pas mal du cours du Bitcoin. Et là, vous imaginez bien qu'avec ce qui se passe ces derniers temps, l'entreprise va extrêmement bien. Je pense que c'est quelque chose c'est une entreprise qui va aller très 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 loin aussi. Ouais. On a Chef Club, qui est une formidable entreprise créée par des anciens du gaming, qui fait des contenus médias très ludiques autour des recettes de cuisine. Voilà, on a pas mal de jolies pépites dans notre portefeuille. Et l'objectif de TRI, de taux de rendement interne, l'objectif de rendement, c'est quoi? C'est du 10% par an? En fait, c'est compliqué à dire parce que, évidemment, quand vous investissez dans le late stage, ce n'est pas du tout la même chose que dans du early stage, etc. Donc, nous, en Europe, quand vous regardez un peu le rendement des fonds de growth, etc., c'est en général inférieur à x2. Donc, c'est entre 1,8 et 2. Ce n'est pas facile. x2 en combien de temps? Les fonds, en général, c'est 10 ans plus 2, donc en une douzaine d'années. Mais parce qu'on investit quand les boîtes valent déjà assez cher, parce qu'elles sont déjà assez matures. Donc nous, on s'est fixé un objectif d'au moins 2,5. Je pense qu'en réalité, avec ce qui se passe actuellement, on pourrait faire x3. Oui, et en même temps, les multiples de valorisation dans le non-coté, actuellement, sont à des niveaux qui sont historiquement élevés. Donc comment ne pas surpayer les cibles? Comment être regardante sur les niveaux de valorisation, parce que plus on achète cher, moins on fait le x2. Absolument. Hein. C'est tout l'enjeu. Non mais voilà, vous me dites aujourd'hui, la conjoncture est bonne, mais les cibles, quand on voit les multiples d'EBITDA, mais on est sur du 12 ou 13, notamment en France. Ouais. Les cibles sont très chères en France dans mon côté. On rejoint un peu ce qui se passe, sans atteindre les sommets américains, mais c'est un mouvement qu'on voyait arriver depuis 4-5 ans, avec des valorisations, des tours de série A qui doublaient quasiment de montant par rapport à il y a 4 ou 5 ans. Donc c'est une évolution qu'on a vu venir des États-Unis, à laquelle on était donc assez préparé, et qui est aussi poussée parce qu'il y a beaucoup d'acteurs du private equity qui viennent un peu sur nos terrains, qui viennent faire des investissements dans des entreprises qui auraient pu normalement être des entreprises investies par des fonds de capital risque. Donc tout ça crée effectivement une inflation. Après, nous, on a plutôt investi entre 2017 et 2020, donc on était un petit peu avant cette phase d'augmentation des valorisations, mais c'est vrai que ça rend l'étude en amont plus exigeante pour être sûr de pouvoir faire des multiples effectivement quand on investit aussi tardivement. Ouais. Et vous visez, j'ai lu, 2 milliards d'euros d'actifs sous gestion d'ici 10 ans. C'est un rêve accessible ? Oui, je pense parce que moi, quand j'étais ministre en charge du numérique, et c'est un constat partagé par tout l'écosystème français, il y avait un énorme problème de financement du late stage et du growth. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'argent pour l'amorçage et le early stage. Et après, quand il y avait des tours de 20, 30, 40, 50, 100 millions d'euros, là, il n'y avait plus beaucoup d'acteurs français. Ouais. C'est en train de changer, pas mal. Des Américains arrivent aussi, on voit de plus en plus d'Américains qui viennent investir dans les boîtes françaises. Mais il faut que ça continue à se consolider et surtout, il faut qu'on arrive à avoir des scale-up comme Naver, par exemple, en 20 ans, 60 milliards de market cap. Moi, c'est ce dont je rêvais, en fait, quand j'étais ministre du numérique. Je voudrais qu'on ait des histoires comme ça en France à raconter. Et donc, il faut continuer à travailler sur ce segment late stage. Et c'est ça, moi, je pense, qui est vraiment très important en ce moment. Donc, c'est pour ça que moi, je me suis fixé une ambition élevée, mais je pense qu'elle est réaliste parce qu'il y a de l'argent à investir. Il y a des investisseurs institutionnels qui sont intéressés par cette classe d'actifs. Il y en a de plus en plus. Ils se rendent compte que finalement, les rendements ne sont pas si mauvais. Et donc, je pense qu'on peut attirer des investisseurs vers cette classe d'actifs. Dans 5 ans, vous serez encore présidente de Corilia Capital. Ah oui. Bon, voilà, on se reverra d'ici là. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Fleur Pellerin, présidente de Corilia Capital, invitée de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.